Il était une fois sur les côtes de Provence, à proximité de la Ciotat, un sculpteur sur bois dont les talents exceptionnels faisaient parler de lui bien au-delà des régions les plus lointaines. Sa spécialité, c'était la sculpture des figures de proue de navires. Il vivait avec sa fille, nommée Lisbeth. Lisbeth avait 16 ans quand se déroule notre histoire. Elle était très belle, avec une chevelure de longues mèches brunes aussi libre que le gabion. Lisbeth vivait seule avec son père depuis sa naissance, n'ayant jamais connu ses 4 frères et sa mère disparue dans les flots en de terribles circonstances. Et, de la Ciotat à Cassis, tout le monde chérissait le sculpteur et sa fille. Le bonheur semblait s'être de nouveau installé autour d'eux. Mais un jour, on annonça la venue d'un personnage autant redouté qu'étrange, appelé le pirate aux mains rouges. Était-ce à cause de ses crimes infâmes, de sa terrible cruauté, ou tout simplement pour ses mains qu'il avait rouges jusqu'au poignet, et ceci depuis sa naissance? L'équipage de Mains Rouges était tout aussi féroce. Seul un jeune esclave des côtes africaines illuminait d'une belle lueur d'humanité cet amas de bandits sanguinaires. Ce jeune homme avait la pénible tâche du calfa. Le calfa, c'est celui qui calfeutre les voies d'eau du navire, et il faut une belle force et beaucoup d'agilité pour ce travail. Mains Rouges avait le souhait de faire exécuter par le sculpteur la plus belle et la plus puissante figure de proue de navire qu'on aurait jamais vue. Le brave artiste aurait voulu décliner l'offre de travail, mais ses arguments, ses excuses polies n'y purent rien. Mains Rouges le voulait, Mains Rouges l'ordonnait. La colère du pirate, au premier refus du sculpteur, avait attiré la douce Lisbeth dans l'atelier. Et ce fut alors, pour le pirate, un moment de grande émotion. Lisbeth était sublime. Le trouble du bandit à sa vue fut si fort que ses compagnons s'en étonnèrent. Des sentiments amoureux venaient d'apparaître dans son âme cruelle. Pauvre Lisbeth, ce fut alors pour elle le début d'une aventure terrifiante. Mains Rouges s'empara de la jeune fille, l'emmena à bord de son navire et jura au brave père que jamais, jamais il ne reverrait sa fille s'il ne pouvait monter sur son bateau dans un délai de 2 pleines lunes, la plus belle figure de proue des océans et des mers. Le pauvre homme sombra dans un immense désespoir, comme au temps de ses malheurs passés. Il alla rendre visite à la vieille de la forêt, mi-fée, mi-sorcière, qu'il avait jadis aidée dans les jours pénibles. Malheureusement, elle ne fit que confirmer ses doutes. « Depuis longtemps, un mauvais esprit de la mer te charge des plus grands malheurs. Tu ne reverras peut-être jamais ta douce fille, mais je te conseille de ne pas refuser le travail. Je te conseille même de reproduire aussi fidèlement que possible dans ton œuvre les traits de ta douce Lisbeth. Et puis, prends cette lourde fiole. Elle contient un vernis magique. Recouvre-en la totalité de ton ouvrage dès que tu l'auras terminé. » Alors, surpris mais confiant, le brave homme fit ainsi. Quelques semaines plus tard, le travail était terminé et Mains Rouges vint prendre livraison de sa commande. Mais, comme l'avait craint la vieille de la forêt, Lisbeth ne faisait plus partie du marché. Mains Rouges jeta au brave homme une bourse pleine de pièces d'or en hurlant à son attention. « Cette bourse sera ton seul salaire. Quant à ta fille, j'en ferai ma femme et jamais, jamais tu ne la reverras. » Mains Rouges le voulait, Mains Rouges l'ordonnait. Le père de Lisbeth, tout en soutenant courageusement le regard du pirate, prit la bourse avec dédain, vida son contenu à la pointe des lombards et jura au pirate que jamais sa fille ne lui appartiendrait. On raconte encore aujourd'hui que les soirs de pleine lune, on voit scintiller à cet endroit de belles pièces d'or, mais qu'elles disparaissent bizarrement aux yeux des éventuels plongeurs. Le navire du bandit avait repris la mer, atteint les îles du Cap-Vert, mais à son bord régnait une atmosphère des plus pesantes. La belle Lisbeth était prisonnière dans une petite cabine sous le pont arrière. Elle aurait pu mourir d'ennui si elle n'avait entendu, quelquefois, tout doucement, l'écho d'une triste mélodie jouée à l'harmonica. C'était le jeune Calfa qui rompait le silence de sa solitude en jouant sur son harmonica des airs de son pays. Le Calfa savait bien que la jeune fille l'entendait, et c'est pour elle qu'il jouait. Il avait même frappé régulièrement sur la coque du bateau à proximité de sa cabine en espérant une réponse, mais Lisbeth n'avait pas osé le faire.
Le galion du pirate à la figure de proue fantastique prit la route de l'île de la Tortue. Mais dès qu'il s'était éloigné de Mindelo, un gros temps le fit dévier très au sud. Main Rouge, en habile marin, ne s'en soucia que peu. Pourtant, à la première tentative de changement de cap, le vent semblait se jouer de lui. Il emmenait de plus en plus le galion vers des eaux inconnues, des eaux que les marins redoutaient par-dessus tout. Le mauvais temps empirait. Les marins, d'habitude si braves, commençaient à blêmir. Jamais les conditions de navigation ne leur avaient paru si angoissantes. Certains osèrent même prétendre qu'un mauvais sort les persécutait depuis l'enlèvement de la jeune fille, et Main Rouge avait de plus en plus de mal à conserver son autorité, à tel point que sa lucidité vacillait face aux sentiments qu'il avait pour la jeune prisonnière. Lui, le Forban en multiples conquêtes marines et féminines, commençait à douter de lui. Avait-il bien fait de s'opposer aux faiseurs de proue? Alors, Main Rouge ordonna une triple distribution de rhum pour calmer son équipage. L'ivresse s'étant bien installée à bord du navire, il fit venir Lisbeth sur le pont, au-dessus du gaillard d'avant. Les marins, ivres, entouraient la jeune fille. Elle n'avait pas d'autre issue que d'avancer en avant sur la proue du navire, tremblante, craintive, effrayée, la mort à quelques pieds sous elle. Les marins hurlaient en tentant de couvrir le vacarme des flots. C'est alors que brusquement, le pied fragile de Lisbeth a glissé sur le bois mouillé et que son petit corps a basculé dans les flots. Arrachée par une vague puissante, la jeune fille disparut aussitôt dans l'écume blanche. Pauvre enfant. Puis, la tempête a redoublé. Un marin fut projeté dans le filet de proue et on l'entendit crier « Regardez! Regardez! La figure de proue! Elle est vivante !» La puissance de la tempête était démente. Tous regardèrent vers la proue et découvrirent horrifiés deux bras de grande beauté qui semblaient battre les flots pour les emmener sur des récifs tout proches. Quelques secondes plus tard, le galion de Main Rouge se fracassa sur les rochers dans un grand bruit. Tous périrent. Main Rouge fut le dernier à respirer un souffle de vie, les yeux exorbités, fixant intensément un beau visage incrusté dans la proue du navire, moitié chair, moitié bois. Ce beau visage semblait lui dire que l'amour d'un père pour sa fille valait bien plus qu'une bourse pleine de pièces d'or. Quand le beau temps réapparut, au-delà des récifs, à quelques lieues, une forme serrait fortement un énorme bout de bois sculpté. C'était le jeune Khalfa. Il dériva plusieurs heures ainsi sur son radeau de fortune. Et c'est, quand il sentit ses forces l'abandonner pour de bon, qu'il s'aperçut qu'un léger souffle lui caressait les épaules. Quand il ouvrit les yeux, il vit alors le beau visage de Lisbeth, dont l'haleine embaumée lui redonnait la vie qui lui manquait. Tout au-dessus de leur jeune silhouette, haut dans le ciel, volait un bel aigle blanc.